Je ne pouvais tout simplement pas le retenir. Je ne pouvais tout simplement pas le garder pour moi. Le sentiment de honte, de culpabilité et de tristesse et un vide qui me rongeait. L'ancienne jeune fille, au père Juliana Pérez Magallet, témoin vedette de l'État, craque et explique au jury pourquoi. Elle parle. Elle a avoué contre Brendan Banfield, actuellement jugé pour avoir comploté de tuer sa femme avec la jeune fille au père. Qu'a-t-elle révélé lors de l'interrogatoire? Comment la défense a-t-elle remis en cause sa crédibilité? Nous allons vous plonger au cœur du drame judiciaire. Et plus tard, nous parlerons avec quelqu'un qui fait partie de cette équipe de l'accusation, l'ancien procureur de cette affaire, Eric Klingen. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien. Parlons d'un procès en Virginie qui captive la nation cette semaine et que vous connaissez sûrement. Un père de famille de banlieue, une liaison secrète supposée avec la jeune fille au père et un double meurtre organisé via un site fétichiste. Nous parlons de Brendan Banfield, un ancien agent de l'Internal Revenue Service, jugé pour le meurtre aggravé de sa femme Christine et d'un autre homme, Joseph Ryan. Et les procureurs affirment qu'il s'agissait d'un plan glaçant et calculé que Banfield et la jeune fille au père Juliana Pérez Magalès auraient élaboré. Un faux profil en ligne a attiré Ryan à la maison, lui faisant croire qu'il participait à un scénario de jeu de rôle consensuel. Les procureurs soutiennent ensuite que Banfield les a tués tous les deux, la seule témoin oculaire étant la jeune fille au père. Elle a plaidé coupable d'homicide involontaire dans un accord avec l'État. Mais est-ce vraiment un accord? Nous en parlerons plus tard cette semaine. Elle a témoigné contre son ancien amant, donc nous allons vous emmener dans la salle d'audience. Nous avons le témoignage dramatique, y compris pourquoi elle dit avoir finalement décidé de retourner sa veste contre Brendan Banfield. En fait, écoutez ceci. Alors, qu'est-ce qui vous a finalement poussé à décider de plaider coupable? C'était l'idée de faire ce qui était juste. Je suppose que nous méritons tous de savoir ce qui s'est passé. Et je ne pouvais tout simplement pas le garder pour moi. Je ne pouvais tout simplement pas le garder pour moi. Le sentiment de honte, de culpabilité et de tristesse et des gonflements creux. Mais je dois vous parler de la défense. Ils attaquent directement sa crédibilité, ou du moins, ils essaient. Ils la traitent de menteuse qui a inventé une histoire sombre pour se sauver. Et c'est une affaire qui comporte tellement d'enregistrements, une scène de crime supposément mise en scène. Une petite fille que la police dit avoir également été à l'intérieur de la maison ce matin-là. Comme indiqué, nous serons plus tard rejoints par un ancien membre de l'équipe de l'accusation qui apporte une perspective unique sur ce dossier. Restez avec nous, nous allons vous donner du contexte. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une matinée paisible en Virginie a-t-elle fini avec 2 morts et un employé fédéral luttant pour sa vie devant la justice? La police estime aujourd'hui que l'histoire diffère de ce qu'ils pensaient initialement. Retour au 24 février 2023. Le premier appel au 911 signalait une intrusion. Brendan Banfield, agent de l'Internal Revenue Service, a déclaré aux opérateurs avoir tiré sur un intrus qui avait poignardé sa femme. À l'arrivée de la police, la scène est chaotique. Leur caméra corporelle cible 2 personnes. La fille est terrifiée de Banfield et la nounou de la famille, cette jeune fille au père, Juliana Pérez Magallet. C'est le gars venu ici, d'accord? Et puis il y avait deux gars, ils se criaient dessus. Ils disaient Genre, lâche-le, je suis désolée, je regarde juste ce qu'elle fait. Non, 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 tu t'en sors vraiment bien. Ils disaient hé, lâche-le. oh, Le couteau ou le pistolet? Le pistolet, puis il a dit non, s'il te plaît, ne laisse pas tomber le couteau. Et ensuite il disait regarde, tu vas regarder, tue elle, je ne sais pas. Il a commencé à la poignarder. Est-ce qu'ils peuvent lui tirer dessus? C'était son histoire. Un inconnu, une attaque, un tir héroïque. Les enquêteurs ont relevé des incohérences, notamment l'absence d'effraction. Comment pouvait-elle être aussi sûre de cette chronologie? Le plus gros signal d'alarme restait la relation. Les autorités ont découvert que Brendan Banfield et sa jeune fille au père n'étaient pas seulement employeur et employé, ils entretenaient une relation amoureuse secrète. La nourrice a commencé chez les Banfield en 2021, dès 2022, selon les procureurs. Il voulait non seulement quitter sa femme, mais aussi qu'elle disparaisse pour toujours.
Il aurait dit à la fille au père que le divorce n'était pas envisageable, refusant de partager la garde de sa fille ou son argent. C'est alors que l'accusation évoque la naissance d'un complot numérique. Ils disent que Benfield et Mogalaz ont utilisé l'ordinateur de Christine pour créer un faux profil sur FetLife en se faisant passer pour elle. Ils auraient passé des semaines à chercher quelqu'un pour un jeu de rôle de fantasme de viol. Une personne prête à aller chez un inconnu sans l'avoir rencontré. Et apparemment, ils ont trouvé leur personne, Joseph Ryan, 39 ans, à qui Christine a donné son scénario par message. Bien, le 24 février, la porte sera ouverte, je dormirai, prends un couteau, des liens et continue, même si je crie. Maintenant, Ryan, pensant qu'il s'agissait d'une scène adulte consentie, a suivi les instructions. La police dit que Banfield se préparait. Il aurait acheté une arme à au pair, l'a testée au stand de tir et fait poser des fenêtres insonorisées. Il a inspecté le quartier pour repérer les caméras de sécurité. Puis, le matin du 24, ce plan aurait été exécuté selon les autorités. Selon la police, Banfield a fait semblant d'aller travailler mais a patienté dans un McDonald's voisin. Au père attendait plus bas dans une voiture avec la fille du couple de 4 ans. Quand Ryan est arrivé et entré dans la maison, la police dit que au père a appelé Banfield. Il serait revenu. Les enquêteurs, pensant qu'ils sont entrés par le sous-sol, ont laissé la petite fille en bas et sont montés dans la chambre principale. Et la suite des événements provient du nouveau récit de l'opère. Celui qu'elle raconte maintenant au tribunal parce qu'elle affirme que Banfield a tiré une balle dans la tête de Ryan. Puis alors que Christine suppliait pour sa vie, Banfield aurait pris le couteau de Ryan et poignardé sa femme à plusieurs reprises. Quand ils ont vu que Ryan bougeait encore, Banfield aurait dit à la jeune fille au père « Achève-le » et elle a tiré sur Ryan dans la poitrine. Ensuite, ils ont appelé le 911. Pendant des mois, Banfield a insisté sur cette histoire d'invasion de domicile, non? L'enquête piétinée. En octobre 2023, la jeune fille au père a été arrêtée et détenue 1 an pour meurtre. Elle a finalement conclu un accord. Un accord, peut-être, peut-être. Elle a plaidé coupable d'homicide involontaire pour avoir tiré sur Ryan. Et en échange, elle doit témoigner contre Banfield. Son témoignage cette semaine est au cœur de l'affaire du procureur. Brendan Banfield était maintenant dans la salle d'audience de Fairfax et a plaidé non coupable. Sa défense affirme qu'il n'était qu'un mari protégeant sa maison d'un intrus. L'opère, menteuse désespérée, l'a piégé pour se sauver. Il est désormais jugé pour 4 meurtres aggravés et usage d'une arme à feu. Dans le cadre de la commission d'un crime, il risque potentiellement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et lorsque ce procès a commencé, il n'a pas démarré discrètement. Toute l'affaire, comme les deux parties l'ont dit, repose sur la crédibilité de Magalé, la jeune Brésilienne de 25 ans, ancienne fille au père, et unique témoin oculaire des meurtres, qui témoigne pour l'accusation. Donc, pour comprendre les enjeux, il suffit d'écouter les déclarations liminaires, parce que l'accusation a exposé une histoire qu'elle présente comme une planification méticuleuse et de sang-froid. Nous sommes ici aujourd'hui car Brendan Banfield, assis derrière moi, a tué sa femme Christine Banfield et un homme, Joseph Ryan. Ces 2 personnes n'avaient aucune raison de se connaître, si ce n'est à cause des manigances et de la planification de Brendan Banfield. Christine, en 2022, avait 37 ans, infirmière en soins intensifs à Innova, Fairfax. Elle était mariée à Brendan, 38 ans, et ils avaient une fille de 4 ans, Valérie. Christine travaillait par roulement. Elle était infirmière. Si l'une d'entre vous sait ce que sont les horaires des infirmières, elle pouvait travailler de nuit. L'emploi du temps était irrégulier, donc une garderie traditionnelle n'était pas possible. Ils ont engagé une jeune fille au père, Juliana Pérez Magalé. Originaire du Brésil, elle a rejoint la famille à 22 ans. Elle gardait les enfants pendant les déplacements de Brendan et les horaires d'infirmière de Christine. La famille y vivait à Reston, comté de Fairfax. Au 13 230 State Board Quay, vous entendrez cette adresse mentionnée. Vous verrez des photos de la maison. Vous aurez l'occasion de comprendre la disposition de la maison. Comme c'est très pertinent par rapport à ce qui s'est passé en février 2023, revenons en août 2022. Brendan a commencé une liaison avec Juliana. Au départ, c'était juste du sexe quand Christine travaillait ou dormait, mais c'est devenu une relation. Ils sont sortis ensemble, allant dans des bars, des clubs et faisant des balades romantiques à vélo.
À l'automne 2022, ils étaient amoureux et envisageaient l'avenir. En voyage à New York, Brendan a exprimé vouloir se débarrasser de Christine. Le divorce n'était pas une option pour lui. Il refusait de perdre ou de partager la garde de Valérie. Il pensait que Christine était une mère terrible. Il voulait qu'elle disparaisse de leur vie. Et il a convaincu la jeune Juliana, 22 ans, qui n'était pas des États-Unis, qui vivait chez lui et était amoureuse de lui, qu'il devait se débarrasser de Christine. Mais la défense a riposté aussi vigoureusement, visant la crédibilité de l'opère et de l'enquête. Donc, le meurtre de Christine Banfield par Joe Ryan a eu lieu le 24 février 2023. L'arrestation de Juliana Pérez Magalhães a eu lieu en octobre 2023. Elle a été détenue pendant presque une année supplémentaire avant de faire ses déclarations. Ceci soutient totalement ce que le Commonwealth vient de vous dire. Et elle a fait cela parce que le Commonwealth a décidé qu'ils allaient lui offrir quelque chose de certain. Ils allaient lui permettre de plaider coupable pour homicide involontaire, ce qui est une infraction moindre incluse. Le temps déjà purgé lui était garanti en échange de son témoignage, aujourd'hui, demain ou à tout moment. Et je suggère respectueusement que Juliana Pérez Magalhães est la pièce maîtresse de tout cela. Maintenant, en fin de compte, ce sont les preuves, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que dit le Commonwealth. Mais je vous dis ces choses pour que votre oreille soit prête, parce que vous allez assister à la présentation d'un événement tragique et terrible pour tous les concernés. Aucun doute là-dessus, comme dit plus tôt, nous ne contestons pas. Vous n'entendrez aucune contestation concernant la relation entre Brendan Banfield et Juliana Pérez Magalhães. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à examiner, mesdames et messieurs, et c'est ce que je vous demande de faire. Encore une fois. Au centre de toute cette affaire, de tout ce procès, il y a un témoin, Juliana Pérez Magalhães. Pendant 2 jours à la barre, elle a livré au jury son récit d'un meurtre minutieusement planifié et a affronté un contre-interrogatoire brutal destiné à briser sa crédibilité. Le ministère public l'a d'abord guidée sur le prétendu complot visant à attirer Joseph Ryan lors de l'interrogatoire principal. Qui a choisi Joe, Brendan, et a-t-il expliqué pourquoi il avait choisi Joe après avoir interagi avec lui sur FetLife? C'était principalement parce qu'il a donné à Brendan suffisamment confiance pour qu'il pense que ce serait la bonne personne pour jouer le rôle attendu de la personne, ce qui veut dire être agressif, la maîtriser, venir à la maison, apporter des affaires et tout ça. Oui. Et avez-vous, avec l'accusé, déjà communiqué autrement avec Joe ou Ryan? Oui. Et quel était ce moyen de communication? C'était Telegram? Étiez-vous présente lors de la création du compte Telegram? Oui. Qui a créé le compte Telegram? Brendan? Et comment a-t-il fait ça? Il a utilisé son ordinateur portable en mode navigation privée et il avait son téléphone portable avec lui à ce moment-là, parce qu'il en avait besoin. Recevoir un appel sur son téléphone portable pour qu'elle puisse créer le compte sur Telegram. Et comment toi et l'accusé communiquiez-vous avec Joe Ryan sur Telegram? Jouer le rôle, ainsi a-t-elle décrit attirer un homme vers sa mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors du contre-interrogatoire? La défense a complètement détruit sa crédibilité. Ils l'ont confrontée à ses propres paroles prononcées en prison avant qu'elle n'accepte cet accord. Oui, c'est ça. C'est une lettre que vous avez écrite. Il semble que ce soit le 8 décembre 2023. Oui. Et cela aurait été environ 2 mois après que vous ayez été arrêté pour cette accusation. Oui, d'accord. Et j'attire votre attention sur la partie surlignée. Vous avez demandé? Désolée, je lisais. Je vous ai demandé de le lire. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. D'accord, et la partie jaune là, pouvez-vous la lire, s'il vous plaît? Oui.
Eh bien, maintenant que tu connais les parenthèses, je veux dire, il savait déjà. Ferme la parenthèse, que je ne vais pas coopérer avec eux. Il n'y a rien que je puisse faire, donc je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser. Je veux dire, tout ce qu'ils ont. Et encore une fois, je ne sais pas tout. J'ai juste le sentiment qu'ils pourraient me garder ici jusqu'à mon procès. Ça peut prendre des mois. Il y a beaucoup de théories sur ce qui s'est passé, que ça a été organisé par nous, ou que je n'étais pas censée être là, etc. D'accord. Dans cette lettre que tu as écrite, il est suggéré que quelqu'un du Commonwealth t'avait parlé de coopérer contre Brendan. Est-ce exact? Non, ils ne m'ont jamais parlé directement. Comment aurait-il pu te le dire via mon avocat? Votre honneur, je recommence. Non, ils ne sont pas dans les preuves. Objection rejetée. Comment aurait-il pu te communiquer cela? Par l'intermédiaire de mon avocate? D'accord. Donc cela se passe 2 mois après ton arrestation. Est-ce qu'on t'a donné la possibilité de plaider coupable et de coopérer à ce moment-là? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous proposait à ce moment-là? À ce moment-là, mon avocate avait dit qu'il faisait une offre. En échange de ma coopération, il m'offrirait un misiméor et je serais libérée avec le temps déjà purgé. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, ton avocate t'a communiqué cela et ensuite tu as pris ta décision à ce sujet. Oui, et Quelle a été ta décision? que je ne voulais pas? Tu as donc refusé l'offre de délit mineur Oui. en te basant sur ce que tu savais? Oui. D'accord, merci. Et puis elle a dit qu'il voulait qu'elle mente. Elle raconte leur histoire pour être libre. La défense défie directement le jury. Quelle version de l'histoire de Juliana Pérez Magalé croyez-vous? Où va cette affaire monumentale à partir d'ici? Le témoignage de l'opère est terminé. Le procès est loin d'être fini. D'autres témoins médico-légaux, des experts numériques, des enquêteurs. Ils doivent témoigner, mais le jury comprend déjà le conflit central. Une histoire effrayante de meurtre prémédité. C'est l'accusation face à l'affirmation que tout le récit a été fabriqué par un témoin qui a échangé son témoignage contre sa liberté. Maintenant, je veux faire quelque chose de différent. Je veux inviter quelqu'un qui est lié à cette affaire, quelqu'un qui fait partie de l'accusation, quelqu'un qui pourrait nous donner un aperçu de l'intérieur de cette affaire. Contexte l'ancien procureur sur cette affaire. Maintenant, avant de faire cela, je dois vous dire quelque chose. Eric Lingen, que nous allons inviter, était le procureur principal dans cette affaire, mais il a été cité pour consommation d'alcool en public l'an dernier. Mais je vais vous dire, il s'agit d'une allégation qui a ensuite été abandonnée. D'accord? Les charges ont été abandonnées, mais il a été retiré de l'affaire, néanmoins. Maintenant, faisons-le venir. J'accueille maintenant Eric Lingen, ancien procureur adjoint du Commonwealth et procureur principal dans l'affaire du comté de Fairfax, Virginie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler maintenant que c'est vraiment dans l'actualité. Je pense que le point de confusion que les gens peuvent avoir, du moins que j'ai eu lorsque j'ai vu cette affaire pour la première fois, c'est quelle est la théorie principale ici, n'est-ce pas? Quel est le mobile? N'est-ce pas? Donc, le mobile, c'est qu'il y a 2 personnes impliquées, Brendan Banfield et Juliana Pérez Magalé. En fait, elle est l'ancienne complice. Elle commence à l'apprécier aussi. Ils entament une liaison en août 2022. Contrairement à de simples aventures, cette relation est devenue plus profonde. Brendan en est venu à vouloir se débarrasser de Christine, le divorce n'étant pas une option. Parfois, cela arrive ici ou ailleurs. Les divorces coûtent cher et votre linge sale est exposé. Il a décidé que la façon de régler le problème était simplement de trouver un moyen de l'éliminer complètement. Et c'est donc ça, l'idée. Il garde l'enfant, la maison, peu importe, avec l'assurance vie et l'argent en jeu. Il voulait tout ça et Juliana, et il pensait pouvoir s'en sortir comme ça. Et elle, alors, quoi? Elle a plaidé coupable, et j'étais curieux de savoir pourquoi tu penses qu'elle a plaidé coupable, et quelle pouvait être sa motivation dans tout ça. Eh bien, je vais te dire, dès le moment où j'ai commencé à travailler sur cette affaire, l'une de nos principales idées était que nous pouvions la faire changer de camp, et c'est ce que nous avons fait.
Plusieurs fois, nous avons fait des avances à son avocat pour en discuter. Peut-être, tu sais, se retourner contre Brendan, nous dire la vérité, nous dire ce qui s'est vraiment passé. Eh bien, en même temps, elle est au téléphone avec lui, elle lui parle, elle parle à sa famille, et donc elle a un avocat qui lui dit quoi faire. Écoute, même si tu as tiré sur quelqu'un, vu les circonstances que le jury connaîtra, c'est de la légitime défense d'autrui. On a une chance d'obtenir un non culpable, mais tu pourrais risquer un homicide involontaire. En Virginie, le jury fixe la peine, il aurait donc pu lui accorder de la clémence en cas de culpabilité d'homicide involontaire. Voilà pourquoi son avocat de la défense en parlait et pourquoi elle avait confiance. Quand nous avons reçu l'acte d'accusation en septembre, 2 mois avant le procès de novembre 2024, tout a changé pour elle. Elle était isolée, elle était inquiète, elle était déprimée, elle n'avait plus cette bouée de sauvetage, elle n'avait plus personne pour lui donner confiance. Et elle a aussi compris que l'un des deux aurait peut-être la possibilité de conclure un accord. À ce moment-là, tout était fini. Elle ne voulait pas se retrouver à être sacrifiée. Alors, en fin de compte, elle a décidé que ça suffisait et qu'elle voulait tout avouer. Il y a une chose qui a été constamment répétée dans différents médias et je pense qu'il est vraiment important dans votre émission que nous clarifions cela complètement. Je veux dire, j'étais là au tout début quand le plaidoyer a eu lieu. Juliana n'a pas d'accord de plaidoyer qui dit qu'à la fin de cette affaire, elle sera libre. Il n'y a aucun accord concernant sa peine. Il y a une recommandation que le Commonwealth a proposée, mais elle n'est pas contraignante pour le juge. Il est donc important de savoir qu'elle risque toujours jusqu'à 10 ans de prison pour une accusation d'homicide involontaire en Virginie. Quoi qu'il arrive ici, si les choses évoluent, il y aura des débats et discussions. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de peine convenue dans cette affaire. C'est un point important. Donc en d'autres termes, que l'accusation pense au final qu'elle a témoigné honnêtement ou non, il n'y a aucune promesse qui lui a été faite. Pas pour l'instant. Non, cela peut évoluer, mais je l'ignore. Et maintenant, elle témoigne dans ce procès très médiatisé. Je te connais, je connais Eric. Tu es limité par ton ancien rôle, mais as-tu suivi le procès? Oui. As-tu des premières impressions sur ce que tu as vu? Oui, tu sais, je peux te dire ceci. Ils présentent leur dossier, le Commonwealth, c'est le bureau du procureur, ils présentent leur dossier très rapidement. Je vais te dire que j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle ils avancent, mais je comprends qu'il y a eu beaucoup de stipulations concernant de nombreuses pièces à conviction. Donc, ils n'ont pas eu à passer par beaucoup d'obstacles par lesquels ils auraient normalement dû passer. Donc, ils suivent la procédure, mais ils le font très rapidement. Et ça me surprend un peu. Aussi, il y a d'autres choses qu'ils pourraient mettre en avant concernant les preuves qu'ils ont présentées. Ils réservent sûrement leurs arguments pour les plaidoiries finales. Parfois, c'est ce qu'on fait, non? Tu accroches simplement les tableaux dans la pièce et tu ne les décris pas tant que tu n'es pas obligé de le faire. Attends que le jury réfléchisse. Aux plaidoiries finales, explique-leur la signification de chaque tableau. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent vraiment faire le lien. Et il vaut toujours mieux qu'un juré fasse le lien lui-même plutôt que de lui dire de le faire. Une fois qu'ils établissent le lien, ils se l'approprient. C'est ce que tu attends d'eux. C'est un très bon point. Quand tu vois cette affaire progresser, que tu observes l'accusation présenter son dossier et que tu anticipes ce que la défense va dire. Je veux dire, à ton avis, qu'en penses-tu? Quels sont, selon toi, les plus grands défis pour l'accusation dans ce genre d'affaires? En fait, je pense que le plus grand défi pour l'accusation en ce moment, c'est de savoir si Brendan va témoigner et si c'est le cas. Comment le gérer lors du contre-interrogatoire puisqu'on ignore sa version? Je veux dire, on ne sait pas, on sait ce qu'on pense qu'il s'est passé dans cette pièce. Mais en même temps, nous ne l'avons jamais vu en termes d'émotion, on ne sait pas à quel point il pourrait être émotif. Et nous ne l'avons jamais vu non plus dans sa capacité à établir un lien avec le jury. Nous ne savons pas s'il sera capable de se défendre lors du contre-interrogatoire. Est-ce qu'il va se défendre ou est-ce seulement possible? Il adoptera un ton bas, se montrant doux et humble, comme quelqu'un que ce jury ne croirait jamais capable d'un tel acte.
C'est très difficile, lorsqu'on traite une affaire comme celle-ci, de prédire si l'accusé va raconter son histoire et de s'y préparer. Et voici le pire, vous devez vous y préparer quoi qu'il arrive. Vous consacrez vos journées au procès, préparez votre contre-interrogatoire la nuit et finalement il ne témoigne même pas. Vous auriez dû vous y préparer. C'est, selon moi, leur principal défi. Je pense qu'un autre défi qu'ils ont, c'est essentiellement de prédire ce que son ex, ce que la défense va faire, même s'il ne témoigne pas. Quelle est l'explication de la défense ici? Est-ce vraiment que Christine, cette mère de cet enfant, dans cette maison, dans cette relation familiale, est-ce que le jury va croire ça? Elle était vraiment ce genre de personne comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Et c'est une très bonne question. Si c'est vraiment ce que la défense va avancer, en même temps, la défense pourrait. Je pense qu'ils y ont fait allusion dans leur déclaration d'ouverture et le Commonwealth aussi, dans une certaine mesure. Ils pourraient en fait éviter cela et simplement dire qu'il y a un doute raisonnable. L'enquête présente des problèmes. Voici les défauts. Laissez-moi vous les montrer. Leur affaire n'est pas prouvée. En choisissant cette option, votre client ne témoigne pas, mais le jury prend la décision. Éric, vous soulevez d'excellents arguments juridiques pour que nos téléspectateurs comprennent ce procès au fil de son avancement. Il faut garder à l'esprit que, dans ce genre d'affaires, la victime est parfois oubliée. En tant que procureur, avez-vous beaucoup appris sur Christine? Que devraient savoir les gens à son sujet? Ce n'est pas seulement le procès au pair et ses détails sensationnels. Quelqu'un a perdu la vie et on se demande aussi ce qu'il faut savoir sur Christine. D'après ce que je comprends, et encore une fois, je ne peux pas trop parler des preuves. Ce n'est pas dans les preuves de cette affaire, mais tous les indices basés sur les photographies et sur les preuves qui ont été présentées jusqu'à présent. C'était une bonne mère, c'était une épouse qui semblait dévouée, et vous savez, elle s'occupait de sa famille. C'est une infirmière, je veux dire, c'est quelqu'un qui apporte la santé aux gens, qui donne la vie aux gens. Cela demande du caractère pour toute infirmière. Et donc elle l'était, c'était une belle personne. Et cela rend la tragédie de tout cela encore plus grande. Et j'ai une pensée pour toute la famille, comme depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler sur cette affaire. Et qu'en est-il de Joseph? Eh bien, Joe était aussi, croyez-le ou non, une personne très facile à vivre. Il n'est pas la personne qui a été montrée sur certaines photographies que j'ai vues, que les médias ont utilisées. Il y a une photo de lui qui, à mon avis, le résume le mieux. Il y a cette photo de lui avec le chien sur son épaule et le chien, je crois, lui lèche la joue. Et je dois vous dire, si ça ne résume pas Joe, je ne sais pas ce qui le ferait. Ça, c'est Joe Ryan, vous voyez? Il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse dire à part ces deux-là, ces individus. Ils se sont inutilement et de façon très horrible retrouvés dans une situation, ou du moins se sont retrouvés dans une situation. Comme je l'ai dit, c'est tragique pour eux deux vu qui ils étaient. Éric, avant de conclure, écoute, je dois te donner la parole ici parce que je le voulais. Si tu voulais partager quoi que ce soit sur les circonstances de ton retrait de cette affaire, je voulais te donner l'occasion d'en parler sur cette plateforme. Eh bien, j'apprécie cela, j'essaie. À ce stade, ce que je peux te dire, c'est que je ne me suis pas retiré de cette affaire, donc je peux te dire que je ne me suis pas retiré de cette affaire. Et je pense, en tant qu'avocat toi-même, que la façon dont je vais le dire, je suppose, c'est que j'ai été sur cette affaire pendant plus de 2 ans. Nous connaissons tous le vieil adage où l'avocat dit « Monsieur le juge, ça ne me dérange pas que vous jugiez mon affaire, mais ne la perdez pas. » Voilà comment je ressens la situation actuelle. Tout se passe bien, ils travaillent bien et j'espère qu'ils réussiront. Éric Klingen, j'apprécie et respecte cela, tu comprends? Merci d'avoir pris le temps d'apporter plus d'éclaircissements. Dans cette affaire très suivie, tu sais, que beaucoup de gens regardent, dans laquelle beaucoup de gens sont investis, alors merci, c'est toujours apprécié. Merci, Jesse.
Prenez soin de vous, c'est tout pour Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée et suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.